Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode, on va parler sur les os toujours. On va continuer les notions basiques qu'on a déjà entamées au niveau de l'épisode précédent et on commence avec le plan. Alors le plan comportera un petit rappel sur l'épisode précédent, puis on va parler sur la notion de chiralité, notion de pouvoir rotatoire, notion d'isomérie et puis on pourra conclure le sujet. Donc pour le rappel sera un petit rappel, une petite vidéo accélérée de la vidéo précédente où on pourra parler sur toutes les notions qu'on a déjà vues, toutes les notions qu'on a déjà vues au niveau de la vidéo précédente, ça veut dire de l'épisode précédent. Alors voilà une vidéo accélérée. Alors nous avions commencé l'introduction par en disant que les glucides sont les principaux nutriments énergétiques. On a aussi divisé les glucides en plusieurs catégories, osides, osides, holosides, hétérosides. Holoside, il est lui-même divisé en deux catégories, oligo-holosides et polyholosides. Donc ça, c'était l'explication de la structure des glucides et les différents constituants de ces derniers. Aussi, on a parlé sur les oses, ça veut dire on a donné une définition générale des oses, ça veut dire de quoi sont composés par les fonctions carbonyles, comme l'aldéhyde cétone, et par les fonctions alcool qu'on trouve au niveau des extrémités et qu'on trouve au niveau de la chaîne carbonée aussi. Donc, c'est toutes les fonctions qu'on trouve au niveau de la chaîne carbonée, la différence entre la fonction carbonée, la fonction aldéhyde et la fonction cétone, et aussi la différence entre les plusieurs types des fonctions alcool. Puis, on a entamé la structure linéaire des oses et qui est liée au positionnement du groupement hydroxyle, s'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, et ce qui diffère bien sûr, ce qui va créer une différence au niveau de la nomenclature aussi. On a parlé sur le carbone asymétrique, on a parlé aussi sur les deux stéréoisomères, la série D et la série L. On a dit que le OH qui se trouve au niveau du carbone N-1, s'il est situé à droite, donc on est dans la série D, s'il est situé à gauche, donc on est sur la série L des oses. Et on a comparé entre le L-glucose et le D-glucose, puis on a commencé la filiation des oses, la filiation des cétoses et la filiation des aldoses, et les résultats de chaque filiation, à chaque étape, quels sont les résultats de chaque filiation des oses. Ça veut dire quand on ajoute des atomes de carbone par rapport à notre molécule initiale. Alors voilà, donc ça c'était le petit rappel. J'espère que ça a été euh, clair. Et on va parler maintenant sur la notion de chiralité. Alors, un objet chiral, c'est un objet qui ne peut pas être superposé à son image dans un miroir. Ça veut dire quoi? Donc, ici, pour qu'on puisse comprendre la notion de chiralité, c'est simple. Alors, la chiralité, c'est quand, par exemple, vous avez une main gauche, une main droite. Ce qu'on voit ici, ça c'est une main droite et ça c'est une main gauche. Alors, si je vais ramener cette main gauche, imaginez avec moi, et que je vais la mettre au-dessus de cette main qui se trouve au niveau, cette main droite, d'accord? Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que les deux mains ne vont pas se correspondre. Et puisque les deux mains ne vont pas se correspondre, ça veut dire, entre parenthèses, rouge, donc on est dans le cadre où on a un objet chiral. Donc c'est un objet qui ne peut pas être superposé à son image dans un miroir. D'accord? Donc ça c'est le principe d'un objet chiral. Donc un objet chiral, c'est un objet qui ne peut pas être superposé à son image dans un miroir. Ça veut dire que si on va ramener la main gauche et qu'on va la mettre au-dessus de la main droite, on va remarquer qu'il n'y a aucune correspondance. La chiralité, elle concerne des molécules et généralement les oses, ça veut dire, ça veut dire elle concerne les glucides tout simplement. Les oses, ils ont un caractère chiral. On va savoir ça dans le prochain diapo. Alors ici, on a la chiralité. La chiralité, par exemple, cette molécule, c'est une molécule chirale. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle représente un centre de chiralité, on va dire entre parenthèses. Donc, c'est quoi le centre de chiralité? Alors, le centre de chiralité, c'est la présence d'un carbone asymétrique. C'est le carbone dont on a parlé dans la vidéo précédente. D'accord? Le carbone asymétrique a un rôle de donner un aspect chiral. D'accord? Donc, comme nous l'avons dit, il est responsable de la chiralité des molécules. Donc, c'est l'origine de la chiralité des molécules. Alors, le carbone qui porte quatre substituants différents est dit asymétrique. Il faut que les quatre substituants soient différents l'un de l'autre. J'insiste et j'insiste sur ça, l'un de l'autre et pas deux identiques ou trois identiques ou tous les quatre identiques. Non, chacun doit être individuel. Chaque substituant doit être unique. D'accord? Ça, c'est hyper important. Par exemple, ici, on a le C qui est encadré en rouge. Ça, c'est un carbone asymétrique. Ce C qui est encadré ici en rouge.
Pourquoi il est asymétrique? Tout simplement parce qu'il a quatre substituants. Le substituant numéro un que vous remarquez ici, le numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Le HCO est différent par rapport au OH, différent par rapport au RHCOH et différent par rapport au H. Il n'y a pas deux molécules identiques ou trois molécules identiques liées avec ce carbone. Donc, c'est un carbone asymétrique. Il est à l'origine de la chiralité de la molécule. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc ici, on a la notion de chiralité. Dans cet exemple, A et B sont des stéréoisomères. Donc dans l'exemple numéro un, on va parler sur la chiralité, mais en matière de filiation des oses. Alors dans l'exemple numéro un, on avait trois atomes de carbone. Donc une chaîne carbonée composée de trois atomes de carbone. Et puis, elle est devenue composée de quatre atomes de carbone, tout simplement parce qu'on a fait une filiation. Ça veut dire qu'on a ajouté un atome de carbone. Alors, l'ajout du carbone d'un atome de carbone, cet atome de carbone ajouté, on va dire, entre parenthèses, est un carbone asymétrique, d'accord? C'est ce qu'on voit en étoile rouge, c'est ce que vous remarquez en étoile rouge. C'est un carbone asymétrique. Les quatre substituants sont différents l'un de l'autre. Le carbone asymétrique va donner à la molécule la chiralité, et la chiralité veut dire qu'il y en a deux molécules qu'on peut comparer l'un de l'autre. Donc A peut être comparé avec le B. C'est quoi la différence entre A et B? La différence entre A et B, c'est le positionnement de votre hydroxyle EH. Dans B, il est situé au niveau gauche et dans A, il est situé au niveau à droite. Donc, grâce à la présence d'un carbone asymétrique, qu'on a eu une molécule chirale qui accepte d'avoir un frère. D'accord? Je vais vous expliquer. On va imaginer le numéro 1 comme un père et le A et B comme on va dire comme les enfants. D'accord? Ce sont des enfants. Alors, pour le A et le B, ce sont des frères. D'accord? A est le frère de B. Donc, les frères en biochimie sont dits stéréoisomères. Donc, les stéréoisomères ont la même formule brute. Ça veut dire quand les deux stéréoisomères doivent avoir le même nombre d'atomes de carbone. 4 atomes de carbone pour B et 4 atomes de carbone pour A, le même nombre d'atomes d'hydrogène et le même nombre d'atomes d'oxygène. Mais ils diffèrent par une seule propriété. C'est ça la définition des stéréoisomères. Donc, A et B sont des stéréoisomères. Ils ont le même nombre de O, le même nombre de H, le même nombre de C. Donc, tous les atomes, la formule brute, elle est identique. Donc, ce sont des stéréoisomères. Mais il y a une seule propriété qui est différente. Cette propriété qui est différente, elle est différente grâce à la présence d'un carbone asymétrique qui est à l'origine de la chiralité. Le carbone asymétrique, c'est quoi? C'est ce qu'on voit en étoile rouge. On remarque très bien le OH au niveau B, il est situé à gauche, et le OH au niveau A, il est situé à droite. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, ce sont deux stéréoisomères. Voilà la différence entre la molécule A et la molécule B. Maintenant, on va continuer toujours avec la notion de chiralité. Alors, maintenant, nous avions appris la notion de chiralité, nous avions appris la définition de stéréoisomère, d'accord? Stéréoisomère, par exemple, ici, dans cette figure que vous remarquez, 2A et 2B sont des stéréoisomères. 3A, 3B, 3C et 3D sont des stéréoisomères à part. 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F et 4G, 4H, aussi, ce sont des stéréoisomères à part. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont la même formule, ils ont tous 6 atomes de carbone, ils ont tous le même nombre d'oxygène, ils ont tous le même nombre d'hydrogène, ils ont la même formule brute. Mais la différence, elle est généralement due à quoi? Due au positionnement des groupements hydroxyles. Donc, cette différence qui est au niveau du groupement hydroxyle est due bien sûr à la présence du carbone asymétrique, l'origine de la chiralité. Donc, cette différence, bien sûr, on a vu dans le premier épisode que si le OH prend une autre position, ça veut dire s'il est à droite, il prend une orientation vers la gauche, cela veut dire que toute la molécule va être changée. Par exemple, si on avait glucose, on aura une autre molécule, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc, la formule pour les aldoses, qui s'applique sur les aldoses, c'est quoi? Donc, c'est 2 puissance n-2. C'est quoi cette formule? 2 puissance n-2, c'est juste pour calculer le nombre de stéréoisomères à partir du nombre d'atomes de carbone. Par exemple, combien on a de stéréoisomères qui ont 6 atomes de carbone? Alors, on va calculer en observation. En théorie, on ne va pas utiliser la formule pour le moment. Alors, on va chercher le niveau où on a 6 atomes de carbone. C'est ce niveau, n'est-ce pas? C'est le dernier niveau. C'est ce niveau. D'accord. Donc, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 stéréoisomères.
Attendez, si on va appliquer la formule, on va pas avoir 8, on va avoir 16, parce que 2 puissance 6 moins 2 puissance 4 égale à 16. Donc pourquoi on a trouvé en observation que c'est 8? On a trouvé en observation que c'est 8, tout simplement parce que ici en filiation, on travaille sur la série D. Il faut savoir que la filiation, si elle a commencé avec la série D, elle terminera toujours avec la série D. Ça veut dire si 1 appartient à la série D, où nous avions parlé sur la série D et la série L dans la vidéo précédente, alors si 1 appartient à la série D, ça veut dire que 2A et 2B vont appartenir eux aussi à la série D, et la même chose pour 3A, 3B, 3C, 3D, et la même chose, pardon, pour tous les molécules numéro 4. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc ici, on a 8 molécules qui appartiennent à la série D, mais on a aussi les autres qui appartiennent à la série L. Donc 8 de la série D et 8 de la série L. Donc on a 16 stéréoisomères pour N égale à 6, ça veut dire pour nombre de carbone égal à 6 dans les aldoses, hein. J'insiste, dans les aldoses. Donc prenons l'exemple, par exemple, on va lire tout ce qui est encadré en vert ici, à côté. Alors, ici, alors, prenons l'exemple du glucose encadré en rouge. Le nombre de stéréoisomères qu'on remarque, il est 8. Uniquement la série D, elle est représentée ici. Donc, avec la série L, on aura 16. Aussi, si on va appliquer la formule, on trouvera le même résultat. Ici, on va travailler avec les cétoses, c'est le même principe. Alors pour les cétoses, la formule change, elle ne devient pas 2 puissance n-2, mais elle devient 2 puissance n-3. Ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, si on va chercher il y a combien de stéréoisomères pour des cétoses qui ont 6 atomes de carbone, on va appliquer la formule 2 puissance n-3. Alors ça veut dire 2 puissance 6-3, on va trouver que c'est 2 puissance 3, c'est 8. En observation, on remarque qu'il n'y en a que 4, mais je dis encore la même remarque de l'exemple précédent. Ici, on travaille avec la série D, mais on ne peut pas oublier qu'on a aussi la série L. Donc, 4 de la série D et 4 de la série L, on aura 8 stéréoisomères. Voilà. Donc maintenant on va parler sur la notion de pouvoir rotatoire. Nous avions terminé avec la notion de chiralité, j'espère que ça a été clair. Donc une molécule chirale, ça veut dire c'est une molécule, bon, la chiralité de la molécule est due à la présence d'un carbone asymétrique. Le carbone asymétrique doit avoir 4 substituants différents et la présence du carbone asymétrique va donner des opportunités à avoir des stéréoisomères. Alors la notion du pouvoir rotatoire aussi c'est une notion très simple. Alors tout simplement cette notion est due à une expérience qu'on a fait. Tout d'abord on commence avec une source lumineuse, ce que vous voyez ici en 1. Alors cette source lumineuse va être à l'origine d'une lumière. Cette lumière va être au départ non polarisée, ça veut dire qu'elle va avoir une orientation un peu dispersée, si j'ai le droit de le dire. Et en 3, c'est le polariseur, ça veut dire qu'il va organiser cette dispersion de la lumière, ça veut dire qu'il va orienter la lumière, qu'il va polariser la lumière. Donc 4, la lumière est devenue polarisée grâce aux éléments numéro 3 qui est le polariseur. Donc cette lumière polarisée va traverser la cellule de l'échantillon. La cellule d'échantillon, ça veut dire que c'est une cellule qui contient le glucose par exemple, ou bien n'importe quel type de glucide. Donc on a un échantillon de glucide qu'on va mettre au niveau de cette cellule d'échantillon, d'accord? Donc la lumière va traverser cette cellule d'échantillon et ces glucides ont un pouvoir rotatoire. Ce pouvoir rotatoire va leur donner la possibilité de dévier cette lumière polarisée avec un angle précis. C'est ce qu'on remarque ici en 7 dans l'analyseur tournant, parce que l'observateur pourra lire l'analyseur tournant pour savoir de quel angle a cette lumière déviée par rapport à son état initial qui était au numéro 4. D'accord? Ça veut dire que cet échantillon, quelle est la fonction, quel est le rôle que cet échantillon a exercé contre cette lumière polarisée, quel est l'angle de déviation de cette lumière qui est due à la présence de cette cellule d'échantillon qui contient des glucides. J'espère que cette expérience est facile pour vous. Maintenant, on va aller aux formules qui permettent de calculer le pouvoir rotatoire de cette cellule d'échantillon, aussi l'angle de déviation, ainsi de suite. Alors, après, qu'on va faire après chaque expérience, on aura besoin des formules qui peuvent traduire cette expérience et qui peuvent faciliter la tâche de calcul de cette formule. Alors, alpha, c'est l'angle de déviation mesuré en degrés.
L, c'est la longueur de cube en décimètres. Alors L, ça veut dire quoi? L, ça concerne cette cube. Ce que vous voyez en numéro 5, ça veut dire la longueur de cette dernière. D'accord? C'est la longueur de cette dernière quand on parle sur L. Elle doit être en décimètres. C, c'est la concentration en grammes par centimètre cube. Et le chiffre 20 indique que la mesure est effectuée à la température de 20 degrés Celsius. D, la lettre D indique l'arrêt de sodium, la longueur d'onde utilisée pour la mesure et le pouvoir rotatoire spécifique, gramme moins A par décimètre moins A par fois centimètre cube. Ça, c'est le pouvoir rotatoire. Donc, pour calculer le pouvoir rotatoire, ça veut dire le pouvoir d'un échantillon à dévier une lumière est égal à quoi? Est égal à alpha, ça veut dire l'angle de déviation mesuré en degrés. Ça veut dire l'angle qu'on va observer ici au niveau de l'analyseur tournant après le passage de la lumière par la cellule d'échantillon. D'accord? L, c'est tout simplement la longueur de la cuve, j'ai déjà expliqué. Et le C, c'est la concentration de cet échantillon qui se trouve ici au niveau de la cellule d'échantillon en grammes par centimètre cube. On a aussi une deuxième formule. C'est identique à cette formule, d'accord? C'est juste un peu, elle est différente bien sûr en matière de symboles, mais elle est identique. Elle a le même but, on va dire. Donc, le pouvoir rotatoire, on peut écrire PR ou bien on peut écrire tout simplement cette signification. 20, ça veut dire que l'expérience a été faite en 20 degrés Celsius. D, ça veut dire que c'est l'arrêt de sodium qu'on prend comme référence. Alors, ici, par exemple, on a aussi une deuxième formule égale à R. Donc, R, c'est tout simplement l'angle de rotation observé. C'est alpha. D'accord? Fois 100 divisé par C, c'est la concentration de l'os. Attention, ici, ça diffère. Dans la formule précédente, on travaille en grammes par centimètre cube, mais ici, on travaille en grammes par 100 millilitres. Et vous avez aussi multiplié fois la longueur de la cuve en décimètres. C'est comme la formule précédente aussi, la longueur de la cuve doit être en décimètres. Alors ça, c'était la notion de pouvoir rotatoire. J'espère que ça a été simple. Maintenant, on va parler sur la notion d'isomérie. Alors, l'isomérie, en chimie, les isomères sont des molécules ou des ions polyatomiques avec des formules moléculaires identiques. Ça veut dire que la même. Voilà, donc je vous ai déjà expliqué l'isomérie. Les isomères, c'est tous les éléments qui ont la même formule moléculaire. Ça veut dire si ils ont de l'azote, ils doivent avoir le même nombre d'azote. S'ils ont de l'hydrogène, ils vont avoir le même nombre d'hydrogène. S'ils ont de l'oxygène, le même nombre, d'accord? Mais ce qui diffère, c'est une propriété. Une seule propriété qui sera différente. Alors on parlera sur l'isomérie de fonction et on parlera sur l'isomérie de conformation. Alors l'isomérie de fonction, c'est quoi? Ce sont deux éléments. Ça obéit toujours à la règle de l'isomérie, deux éléments qui ont le même nombre d'atomes, mais la différence, elle est faite au niveau de la fonction et non pas dans le positionnement du groupement hydroxyle. C'est la fonction qui diffère. Par exemple, le glucose et le fructose. Si vous allez voir la formule brute, vous allez chercher dans Google et pour voir la formule brute de glucose, vous allez trouver que c'est 6,6H12O6. Et la même chose pour le fructose, fructose aussi, 6,6H12O6. Mais la différence entre glucose et fructose, c'est au niveau de la fonction. Le glucose, il comporte une fonction aldéhyde et le fructose, il comporte une fonction cétonique. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc ce sont des isomères de fonction et non pas des isomères de conformation. C'est pas le groupement hydroxyle qui en fait la différence entre les deux. Par contre, ici on a les isoméries de conformation. Quand vous entendez les isoméries de conformation ou bien quand vous entendez des stéréoisomères, c'est la même chose. La stéréoisomérie ou bien l'isomérie de conformation, sachez que cette dernière elle est divisée en trois catégories. La première catégorie c'est les épimères. Les épimères ça veut dire que le groupement hydroxyle est un seul groupement hydroxyle est différent. Tout simplement, c'est tout simplement ça. C'est un seul groupement hydroxyle qui est différent, pas plus de un. Alors, pour les énantiomères, c'est tous les groupements hydroxyles qui sont différents. D'accord? Ça veut dire au niveau de, si vous allez trouver ici, par exemple, dans le D-glucose, OH qui se trouve au niveau à droite, dans le L-glucose, OH, il est à gauche. Dans le D-glucose, OH, il est à gauche, donc le L-glucose, le OH lié au carbone numéro 3 doit être à droite. Le OH lié au carbone numéro 4 dans le D-glucose, il est à droite. Le OH qui se trouve en liaison avec le carbone numéro 4 au niveau du L-glucose, il est situé à gauche. Donc ça doit être différent. Donc ce sont des énantiomères, l'image l'un de l'autre dans un miroir. D'accord? Donc ça, c'est l'explication de l'énantiomérie. Ça fait partie de l'isomérie de conformation. Bon, vous allez peut-être me dire que dans les énantiomères, c'est toujours la même nomenclature, c'est toujours D, X et LX. Oui, c'est vrai. Ça veut dire si vous avez D-mannose, le L-mannose est un énantiomère de D-mannose. Le D-glucose et le L-glucose, ce sont des énantiomères. Cela ne s'applique pas sur les épimères. Bien sûr, les épimères, c'est toute la nomenclature qui change. Par exemple, le D-galactose et le D-talose, ce sont des épimères. D'accord? Donc ça, c'est clair.
Et puis, maintenant, en troisième lieu, on a les diastéréoisomères. Les diastéréoisomères, c'est ce qui est intermédiaire. Ça veut dire pas tous les groupements hydroxyles sont différents et pas un seul groupement qui est différent. Ça veut dire plus de un groupement hydroxyle, mais pas tous. D'accord? Donc ça, on est au niveau intermédiaire entre ce qu'on appelle les énantiomères et entre les épimères, n'est-ce pas? Parce que les épimères, un seul groupement hydroxyle qui doit être différent, et les énantiomères, tous les groupements hydroxyles doivent être contradictoires l'un de l'autre. Par contre, dans les diastéréoisomères, c'est entre un et tous. C'est pas tous et c'est pas un. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères. Par exemple, dans cet exemple, entre le D-allose et le D-galactose, on a deux groupements hydroxyles qui sont différents et pas un seul et pas tous. En conclusion, la bonne compréhension des éléments inclus dans cet épisode est nécessaire pour pouvoir parler sur les propriétés des os, pardon, le métabolisme, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir vu cet épisode avec Insan Academy. Au revoir et aux prochains épisodes, Inch'Allah.